des nombres élevés d'élèves et qui approfondissent un peu les conditions dans lesquelles le travail peut impacter la trajectoire scolaire. On ne fait pas du tout l'hypothèse que c'est un impact négatif. On sait et on vérifie auprès des élèves qu'il y a des élèves pour lesquels ça peut redonner du sens aux études de travailler. Mais du moins, on se pose la question. Et peut-être que pour commencer cette présentation, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de laisser la parole aux élèves. En fait, je suis livreur dans une pizzeria de 18h à 23h tous les jours, et le dimanche matin et le soir. Je fais de l'aide aux devoirs donc pour un élève de 6. Ah, pardon. En fait, je suis livreur dans une pizzeria de 18h à 23h tous les jours, et le dimanche matin et le soir. Je fais de l'aide aux devoirs donc pour un élève de 6e qui habite, c'est juste à côté de chez moi, donc c'est le déplacement est court. C'est un restaurant, c'est une brasserie? C'est une brasserie. D'accord. Donc avec un gros rythme de travail? Pas mal vu que je travaille sur les Champs-Élysées. Je suis serveuse en tant qu'extra dans une crêperie en complément de mes études en fait, pour économiser et mettre des sous de côté. Alors moi du coup j'ai intégré une entreprise de garde d'enfants et on m'a mis en communication avec une famille et du coup je suis avec eux tous les soirs. Et donc je travaillais dans les marchés. Je faisais, au début c'était le dimanche, donc je me levais à 4h, 4h30. Je devais être à 5h au marché. À la base je pensais prendre un petit travail qui me faisait 16h, 18h, 19h grand max. Et ça s'est un peu augmenté. Voilà. Donc, c'est ce qu'on recherche à comprendre. On vérifie en fait ce que disent les élèves. Là, ça, c'est une des vidéos qui ont été tournées dans le cadre d'une enquête qui a été faite pour la région Île-de-France, mais qui est complètement passée sous silence, dont on ne peut pas obtenir les rapports. C'est extrêmement compliqué. On sait qu'il y a eu cette étude. On a réussi à les avoir par la bande, les rapports, mais elle n'a absolument pas été publicisée. Il y avait eu des vidéos qui avaient été faites, dont celle-là, qui montrent bien en fait ce phénomène qui est aujourd'hui un phénomène complètement méconnu du travail des lycéens. Et donc notre ambition dans cette recherche, c'est à la fois de mesurer l'ampleur du phénomène de manière un peu plus précise que ce qui a été fait jusqu'ici, et puis de voir comment ça se passe la conciliation entre les études et le travail. Et on fait ce travail d'enquête dans 3 régions. 2 régions métropolitaines, ce qui était au départ l'échantillon sur lequel on travaillait, la Nouvelle-Aquitaine, donc les rectorats de Bordeaux, Poitiers et Limoges, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc les rectorats de Nice et d'Aix-Marseille. Et puis, à l'occasion d'une présentation de cette recherche à La Réunion, il s'est trouvé que le conseil régional et le rectorat ont été très intéressés. Donc du coup, on fait une extension de cette étude sur un territoire ultramarin, ce qui est particulièrement intéressant. Et puis, on travaille aussi un peu avec le Québec, avec nos collègues québécois, qui eux ont l'habitude depuis très longtemps d'aborder ce sujet. Ça, c'est ce qui existe en France sur le sujet. Donc, il y a cet ouvrage de Robert Ballion de 1994, Les lycéens et leur petit boulot. Il y a eu ce petit ouvrage assez confidentiel de l'INRP en 2001 qui traitait à la fois des relations amoureuses et du travail, ou des relations professionnelles des élèves. Il y a eu un sondage pour l'Union des lycéens en 2006. Et puis en 2015, cette fameuse étude dont je vous parlais, assez confidentielle, qui avait été faite pour le Conseil régional d'Île-de-France. Et puis il y a une thèse qui existe sur le sujet, qui a été faite à Aix-Marseille, la thèse d'Éric Racoteau, qui fait partie de notre équipe d'ailleurs, qui portait sur ce sujet-là. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes ces recherches ont une portée assez faible en termes de nombre d'élèves interviewés, en termes de statistiques qui ont été produites. Et pourtant se dégage, quand on regarde sur ces différentes publications, en gros une estimation à 18 à 20% d'élèves qui travaillent. C'est-à-dire en gros un lycéen ou une lycéenne sur 5 qui travaille pendant ses études. Et quand on parle de travailler pendant ses études, c'est en dehors de l'été, c'est travailler pendant l'année scolaire, les week-ends, le soir, ou pendant les petites vacances, les vacances de Toussaint, de Noël, de printemps et d'hiver. Et donc on a décidé d'aller voir ça d'un peu plus près. Et voilà les 2 questions en fait qu'on se pose, c'est est-ce que ça favorise la persévérance scolaire ou est-ce que ça peut poser des problèmes de persévérance, et dans quelle mesure ça peut développer l'autonomie et les capacités individuelles des élèves.
Donc l'équipe qui travaille là-dessus, il y a Marie-Laure et Léa, bien sûr, et puis une série de collègues, économistes, sociologues, géographes, juristes, parce qu'il y a des questions de droit du travail, bien sûr, derrière ça, et 2 laboratoires, donc le LES dont je vous ai parlé, et mon ancien laboratoire à Bordeaux, qui est le Centre Émile Durkheim, qui est un laboratoire de sociologues et de politistes à Bordeaux. Et puis on collabore sur cette recherche avec la chaire de recherche sur la jeunesse du Québec, 2 laboratoires de recherche d'Aix-Marseille, le Mésopolis et le TELEM, le CEREX, en études de recherche sur les qualifications à la Joliette, enfin anciennement à la Joliette, pardon, maintenant délocalisé à Saint-Jérôme, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, et puis les INSPE des 2 régions, et notamment celle d'Aix-Marseille, puisqu'on est dans le cadre d'un programme de recherche aussi de cet institut. Je dois vous dire on s'est entouré d'un comité scientifique, puisque l'idée c'est de partager nos résultats de recherche avec des collègues, de leur soumettre nos résultats et de recueillir leur avis, mais pas que, puisque, comme vous allez rapidement le comprendre, on veut produire de la connaissance sur ce sujet, mais on veut produire une connaissance utile, c'est-à-dire on veut en fait sortir cette question de l'anonymat, sortir cette question d'un espèce d'impensé des politiques éducatives, pour que ça devienne un problème public, pour qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour les élèves qui travaillent, comment on intègre ça en fait, dans les politiques éducatives, ce qui n'est absolument pas fait. Et donc dans ce comité scientifique et d'éthique, on a invité à y contribuer le défenseur des droits de l'enfant, une ancienne ministre de l'Éducation nationale et une inspectrice générale de l'Éducation nationale. Les axes de recherche sur lesquels on est, c'est effectivement de prendre la mesure du phénomène. Et pour ça, on travaille avec un questionnaire dont on va vous dire un petit mot. On travaille sur le rapport à la vie professionnelle des élèves, c'est-à-dire à la fois le rapport au travail, le rapport à l'emploi, le rapport à l'activité et le rapport aux collègues dans un milieu professionnel. Et puis, on a encore 2 axes qui sont, de voir quel impact sur la trajectoire socio-scolaire des élèves. Et puis, est-ce que le Covid a changé quelque chose? Est-ce que les crises sanitaires, économiques, voire géopolitiques aujourd'hui, est-ce que ça change des choses sur le travail des élèves? Alors, en termes de méthode, ce qu'on fait, c'est on va adresser la semaine prochaine, en fait, un questionnaire à tous les lycées des 3 régions académiques. Ça veut dire quelque chose comme 630 lycées. Et au sein de ces lycées, au départ, on voulait interroger tous les élèves. Sauf que c'est pas possible, parce qu'en fait, les serveurs ne tiendraient pas le choc si tout le monde se met à répondre en même temps. Et donc, en fait, on va se limiter à 2 classes dans chaque lycée, 2 classes par niveau, donc 2 secondes, 2 premières, 2 terminales, en filière générale, puis en filière techno et en filière pro, de manière à couvrir toutes les voies, et en demandant au chef d'établissement, si possible, d'essayer de panacher les filières. Parce qu'on sent bien, dans les entretiens qu'on fait sur le terrain, qu'il y a des différences selon les filières. En lycée professionnel, par exemple, dans un lycée professionnel du bâtiment, si vous êtes dans une formation d'une filière pour être géomètre, et si vous êtes dans une filière pour être électricien ou plombier, ça ne va pas être tout à fait pareil. On va trouver plus d'élèves qui travaillent en électricité, en plomberie, que d'élèves qui travaillent en je veux dire géométrie, je ne sais pas si c'est le terme exact. Mais ils en font aussi. Donc il y a ce questionnaire en ligne, dont la population attendue est de 110 000 élèves dans les 2 régions. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres pour La Réunion, mais on va aussi enquêter à La Réunion par questionnaire. Et puis on fait des entretiens. On va dans des lycées en milieu urbain, des lycées en milieu périurbain, des lycées en ville moyenne, des lycées en zone rurale, et des lycées en bord de mer et à la montagne pour capter le travail saisonnier. Dans les 2 régions. Parce qu'effectivement, la Réunion, c'est un peu particulier en termes de milieu. Et là, on va dans les lycées, on rencontre les chefs d'établissement. Moi, j'ai toujours en tête ce chef d'établissement dans cette région qui nous disait « Oh là là, si vous trouvez 2-3 élèves qui travaillent dans mon établissement, vous savez, c'est plutôt classe moyenne, etc., en milieu rural, donc vous n'allez pas trouver beaucoup d'élèves qui travaillent. » Donc on a commencé à passer dans les classes et puis à demander aux élèves est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaillent et est-ce que vous voulez témoigner? Et en 2 heures, on avait 60 élèves qui étaient prêts à témoigner de leur expérience de travail.
Donc on rencontre les chefs d'établissement, on rencontre les conseillers principaux d'éducation, on rencontre les AED, les surveillantes et surveillants, on rencontre, quand il y en a, des conseillers d'orientation, qu'on appelle maintenant des psy-EN, on rencontre des infirmières, des assistantes sociales. Et puis, bien sûr, on rencontre des élèves. Donc là, on passe dans les classes, on présente la recherche, et on leur dit, voilà, est-ce que vous voulez témoigner de votre expérience de travail de manière anonyme, hein, on les protège dans le cadre du règlement général sur la protection des données. Et puis, on va faire ce qui n'a jamais été fait jusqu'ici, des entretiens avec des élèves qui ont été en situation de décrochage. Là, on va, parce que toutes les études dont je vous ai parlé précédemment, les quelques fragments d'études qui existent sur le sujet en France sont toujours portés sur des élèves scolarisés. Or, c'est compliqué, me semble-t-il, de mesurer l'impact sur le décrochage scolaire si on ne travaille pas avec des élèves déscolarisés. Donc, on va aussi aller rencontrer, on a déjà commencé à le faire d'ailleurs, des élèves déscolarisés pour voir est-ce qu'eux, ils imputent une part de responsabilité au fait d'avoir travaillé pendant leurs études sur leur décrochage scolaire. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fait 200 entretiens, un peu plus d'une centaine avec des élèves et presque une centaine avec les personnels d'établissement. On a fait un recensement plus précis aujourd'hui, on est un peu plus haut que ça. On a enquêté 8 lycées en région PACA, Marseille, Manosque, Gardanne. Donc là, on va partir maintenant un peu plus loin, peut-être du côté de Barcelonnette et en bord de mer. Et puis on a un projet audiovisuel à un double titre. D'une part, on a un documentariste qui nous accompagne, donc qui filme à la fois le processus de recherche, c'est-à-dire quand on se prend la tête à savoir comment on va faire pour faire passer nos questionnaires, comment on fait nos guides d'entretien, etc. Mais aussi qui nous accompagne sur le terrain et qui filme des entretiens avec les élèves. Et nous filmons aussi des entretiens avec les élèves, si bien sûr ils sont d'accord ou si leurs parents y consentent. De manière à constituer une vidéothèque sur laquelle on va pouvoir construire un documentaire, parce que, vous l'avez compris, l'idée c'est quand même de rendre la chose publique. Mais on s'est aussi rapproché d'un lycée, le lycée Marie Curie, lycée technologique à Marseille, où il y a une classe de cinéma. Et où en fait notre documentariste est en train de travailler avec des élèves qui vont réaliser 2 fictions sur le thème du travail des élèves. Donc ils vont se filmer eux-mêmes en fait. Et ce qui est passionnant, c'est que, alors au départ on leur avait proposé de faire un documentaire et une fiction. Finalement ils ont préféré faire 2 fictions, ils ont écrit les synopsis. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que les synopsis qu'ils ont écrits recoupent complètement nos résultats de recherche. Donc ils montrent une vraie connaissance du sujet. Donc ça on a bien hâte de voir ce qu'ils vont nous filmer dans le cadre. Alors c'est des élèves de première. Au lycée Marie Curie. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, pareil, on a fait 8 établissements au centre-ville de Bordeaux, en banlieue, à Talence, mais aussi au pied des Pyrénées, au Laurent-Sainte-Marie, à Oléron, où là c'est absolument fascinant parce que le lycée se vide littéralement de ses élèves dans les 2 semaines qui précèdent les vacances de Noël, parce qu'en fait les élèves vont préparer les bourriches que vous consommez, j'aime pas trop ça, d'huîtres pour les fêtes. Et donc les huîtres d'Oléron, pour une bonne part, sont mis en paquet par des élèves du lycée de la mer d'Oléron, et puis aussi de l'agro-campus de Saintes. Donc ça, c'est les établissements qu'on a enquêtés. Et puis, on va vous présenter quelques premiers constats. C'est Léa. Donc, alors, on a quelques premiers constats à vous présenter. Après, comme vous l'aurez compris, c'est une recherche qui est encore en cours, donc il s'agit plutôt de premiers résultats exploratoires et qui seront à approfondir avec les données qu'on va continuer de collecter. Donc déjà, on questionne comment les jeunes arrivent à trouver un emploi. Donc on se rend compte que finalement, c'est davantage via les réseaux personnels, c'est-à-dire un voisin, une voisine, les relations des parents, de quelqu'un de la famille, qui va les mettre en réseau et leur permettre de trouver un emploi, que ce soit par exemple dans le babysitting ou dans ce genre de choses. Et donc finalement, c'est plus des effets des fois d'opportunité que vraiment une réelle démarche construite, d'aller déposer des CV, une lettre de motivation. On l'observe quand même, mais c'est plus marginal comparé aux autres méthodes d'accès à l'emploi finalement. Et on se rend compte que finalement, la carrière laborieuse des élèves, elle commence
dès la seconde, en fait, par rapport aux travaux que Thierry a présentés, notamment l'étude de 1994 de Robert Ballion, qui a plutôt interrogé des lycéens proches de la majorité, voire des jeunes majeurs, nous, on se rend compte qu'en fait, dès les classes de seconde, les élèves, ils lèvent la main dans les classes quand on passe pour savoir s'ils veulent témoigner, parce qu'eux aussi sont concernés par des expériences de travail. Et on se rend compte, et certains témoignent aussi d'expériences qui ont pu commencer au collège. Donc on n'est pas encore dans la proportion québécoise évoquée précédemment, mais certains élèves le mentionnent également. Donc voilà, on voit une baisse de l'âge du début du travail, en tout cas pour les lycéens. Donc bien évidemment, on leur demande leur motivation, pourquoi est-ce qu'ils travaillent. Donc tous vont nous répondre pour l'argent. Quasiment tous, en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est de questionner cette motivation et de voir un peu les motivations secondaires de l'argent, mais pour en faire quoi de cet argent finalement. Donc une des premières motivations, c'est de pouvoir gagner son propre argent. C'est-à-dire que même si la majorité des élèves peuvent avoir de l'argent de poche donné par leurs parents, que ce soit mensuel ou un peu à la demande, ils distinguent en fait le fait de gagner son propre argent que celui qu'ils peuvent avoir par leurs parents. Ils le distinguent parce que d'un côté, ils n'ont pas de compte à rendre finalement sur l'argent qu'eux, ils perçoivent, qu'ils gagnent eux-mêmes. Il y a aussi une forme de fierté. Ils ne mettent pas cet argent sur le même plan. Il y a une forme de fierté à gagner son propre argent. Il a aussi plus de valeur et certains évitent, en fait, pourraient avoir de l'argent de poche, mais décident de ne pas en demander à leurs parents parce qu'ils disent qu'ils peuvent en gagner par eux-mêmes. Ils ne veulent pas peser comme ça sur le budget familial, en fait. Et donc ça permet d'avoir une indépendance par rapport aux parents, en tout cas, de commencer son indépendance financière. Une autre raison aussi est celle du statut par rapport au père, donc c'est-à-dire de pouvoir s'acheter les mêmes choses que les autres, pouvoir prendre exemple sur ceux. On peut observer cette motivation notamment pour les élèves de milieux populaires qui seraient scolarisés dans des lycées plus prestigieux où il y a cette envie de ne pas être différent, de pouvoir avoir les mêmes baskets, etc. que les autres camarades. Il y a aussi une motivation qui est celle de contribuer à l'économie familiale. Donc pour certaines familles, ça peut être vraiment une réalité avec le souhait de ne pas peser dessus et donc de pouvoir contribuer, que ce soit au niveau des vêtements, de la nourriture ou autre. Et ça, c'est plutôt cette forme-là qui est la plus identifiée aujourd'hui par les professionnels dans les établissements scolaires qu'on peut rencontrer. Certains aussi préparent leur orientation, c'est aussi pouvoir rencontrer, tester des métiers, donc il y a aussi cette motivation-là, même si elle est plus secondaire. Beaucoup mettent de l'argent de côté, notamment pour passer le permis, s'acheter une voiture, ou préparer aussi les études. Ils savent qu'ils vont devoir quitter leur foyer familial, arriver à la fac, et donc ils préparent, ils mettent de côté. Et donc ça, c'est un effet qui est très répandu dans les entretiens qu'on a pu faire. Et une autre motivation, mais une motivation qui apparaît plutôt de manière rétrospective, quand les élèves ont un regard finalement sur leurs expériences de travail, ils se rendent compte qu'il y a un autre point positif aussi pour eux, c'est d'avoir acquis des compétences psychosociales qu'ils peuvent aussi valoriser. Ils se rendent compte qu'ils peuvent être amenés à parler plus facilement en public, à comprendre comment fonctionne le monde du travail, à savoir agencer leur emploi du temps, etc. Donc toutes ces choses-là, ils en prennent aussi conscience et ils le valorisent. On se rend compte que ces emplois relèvent plutôt de ce qu'on peut appeler de l'empire de la débrouille, avec un travail qui est plutôt informel, c'est-à-dire non déclaré. C'est vraiment la majorité. Déjà parce que tous n'ont pas 16 ans aussi quand on fait les entretiens, donc de fait, s'ils travaillent, ce sera forcément de manière non déclarée. Et donc la forme du contrat de travail est quand même présente, mais elle est plus minoritaire. Elle peut être présente par exemple sous la forme de quand des jeunes peuvent être embauchés par des collectivités pour faire de l'animation sur les temps périscolaires, ou dans certaines grosses enseignes de restauration rapide comme Burger King, ce genre de choses. Là, on peut avoir des contrats de travail, et aussi dans des hypermarchés comme Carrefour par exemple, ils vont venir aussi adapter les horaires de travail aux emplois du temps des lycéens et des lycéennes. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de contrat de travail, c'est plutôt du travail informel, que ce soit du babysitting, des petits travaux, souvent payés de la main à la main aussi, qu'on rencontre le plus souvent.
Et en fait, on se rend compte aussi que les élèves, souvent, quand ils décident de participer, de témoigner, de participer à l'enquête, ils nous livrent rarement qu'une seule expérience de travail. On se rend compte qu'elles sont souvent multiples. Elles peuvent être multiples dans le temps, mais elles peuvent être aussi multiples dans le fait qu'ils peuvent en avoir plusieurs en même temps. Et ça, c'est notamment favorisé aussi par l'usage des réseaux sociaux, que les jeunes maîtrisent particulièrement bien. On peut trouver beaucoup d'activités comme de la revente en ligne de vêtements sur les sites Vinted, Le Bon Coin. Et ça, ils peuvent très bien mener cette activité-là en même temps que de faire des devoirs ou de l'aide aux devoirs, par exemple, le samedi matin ou autre. Donc en fait, ils sont très polyvalents et arrivent à jongler en fait, entre diverses activités. Et pour eux, c'est même aussi valorisé parfois de pouvoir montrer tout ce qu'on a pu vendre sur les réseaux sociaux. L'activité sur les réseaux sociaux est assez valorisée entre eux. Il y en a même certains, je crois que c'était toi Thierry, qui avait eu un entretien avec un jeune qui avait fait qui avait investi de l'argent en bourse. Sur un site qui recensait les délits d'initiés des membres du Congrès des États-Unis. Un jeune de première en milieu rural. Donc voilà, ils sont très débrouillards et ils arrivent à multiplier beaucoup d'activités, notamment avec les réseaux sociaux. Et aussi, pour certains, il y a un enjeu d'avoir un job, on va dire, plus classique avec contrat de travail qu'ils peuvent référencer sur le CV, parce qu'ils ont aussi conscience que pour leur dossier, pour Parcoursup, c'est aussi des choses à valoriser sur le CV, alors que valoriser de la vente de vêtements sur Vinted ou Le Bon Coin, c'est plus compliqué. L'intensité du travail, elle est très variable selon les élèves. Ils ont du mal aussi à l'évaluer quand on leur demande. On se rend compte qu'en voie générale, l'intensité, elle est un peu plus faible, plutôt de l'ordre de 5 heures par semaine, mais qu'elle peut augmenter aussi rapidement. Ça peut vraiment varier selon les périodes. Et on se rend compte aussi que finalement, arriver des fois par des périodes d'examen, le bac blanc, l'activité scolaire, l'activité de travail, peut réduire pour laisser place à la scolarité, aux examens qui arrivent. Le travail illégal, donc on l'a un petit peu évoqué, fait aussi partie de notre champ de recherche. Il est visible dans les établissements scolaires, notamment à travers des fois la parole des professeurs ou des proviseurs que nous rencontrons, par des discussions aussi ou des non-dits de certains élèves, mais c'est une parole qui est beaucoup plus difficile à collecter lors d'entretiens avec les élèves. Il y a toujours aussi une méfiance de se confier sur ça. On a beau leur garantir l'anonymat et la confidentialité, ça reste notre parole pour eux, donc c'est pas toujours évident de recueillir cette parole-là, mais c'est vraiment un monde qui peut exister dans plusieurs établissements scolaires dans lequel on a pu aller, et l'accès aux interviewés est très compliqué. Comme vous pouvez vous en douter, nous quand on passe dans les classes et qu'on leur demande quel type de travail ils peuvent faire, ils peuvent le dire un peu des fois en collectif, un peu sur le sujet notamment du trafic de stupéfiants qu'il peut y avoir ça. Ils peuvent se renvoyer la balle, se charrier un peu entre eux devant nous. Mais lorsqu'il s'agit de vraiment acter sa participation à l'enquête, là c'est beaucoup plus difficile. On a pu cependant avoir quelques jeunes qui ont mentionné avoir eu des propositions pour être par exemple guetteurs dans des structurations de trafic ou qui ont quelques sollicitations à ce niveau-là. On a eu quelques entretiens, mais vraiment peu, où les jeunes se sont livrés vraiment sur ces expériences de trafic de stupéfiants. Mais ça vient pas tout de suite au début de l'entretien. Au départ, ils vont nous parler d'un travail plus classique, même s'il reste informel. Et c'est en poussant un petit peu qu'on peut arriver des fois à ce qu'ils se libèrent et ce qu'ils aient un peu plus confiance et ce qu'ils nous livrent leurs expériences. Le travail illégal, il peut aussi être de l'ordre du recel, de la revente, aussi des activités prostitutionnelles. Donc ça, c'est encore plus difficile à capter, notamment au sein des établissements scolaires. J'en dis 2 mots. Ma thèse, justement, porte sur le sujet de la prostitution des jeunes, des adolescents et adolescentes. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, les établissements scolaires, que ce soit pour le trafic ou pour les sujets de la prostitution, ne sont pas des cadres finalement permettant à une parole de se libérer, qu'il convient de passer finalement par d'autres structures annexes, que ce soit des associations, des centres sociaux, qui, eux, accueillent et accompagnent des jeunes dans
dans ces situations-là. Et donc c'est ce qu'on met aussi en place pour collecter des entretiens sur le sujet du travail illégal et aussi et notamment de la prostitution. Et ça peut aussi passer, des fois c'est un moyen aussi un peu détourné, c'est de passer par du rétrospectif, donc des paroles de jeunes majeurs, 19, 20 ans, qui sont des fois un petit peu plus faciles à collecter que celles de mineurs et qui peuvent témoigner d'expériences prostitutionnelles, par exemple, qui ont lieu à leurs 15, 16 ou 17 ans. Donc voilà, il faut mettre en place des stratagèmes pour recueillir cette parole qui est peu dissible. Voilà. Et je passe la parole à Marie. Bonsoir. Alors nous, là je vais plutôt vous présenter la partie cumul et conciliation. On parle de cumul et qu'on met au pluriel pour plusieurs raisons. Il va y avoir une cumul de raisons de concilier travail et études. Il y a aussi un cumul de motivation, il va y avoir un cumul d'activités, Léa vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui vont en fait faire que les jeunes, et puis on va avoir aussi des cumuls d'origine sociale, liés aux origines sociales des élèves. Alors, dans ce qui va conduire les élèves à travailler, il y a, en montant en âge, il y a un accroissement de la volonté de devenir autonome, de s'émanciper de la famille, et puis de commencer généralement par un petit boulot d'été. La plupart des jeunes généralement ont commencé comme ça, qui va ensuite perdurer pendant l'année scolaire et va donner lieu à une occasion, ce truc que j'ai fait cet été, ça peut être de travailler dans un bar ou dans une grande surface, je vais peut-être pouvoir le faire le week-end et puis petit à petit du coup gagner en expérience. Il y a l'âge aussi qui fait que ils se sentent plus matures. Mais malgré tout, l'âge, là où ça nous interroge, et c'est peut-être là aussi que moi ça rejoint ma thèse, parce que je travaille moi sur l'apprentissage de la citoyenneté sociale et donc des droits socio-économiques, ce qui est quasiment systématique. Les jeunes ne savent pas à quel âge ils peuvent travailler. Donc, et on peut supposer que les employeurs ne se pressent pas de leur dire qu'à 16 ans, ils pourraient avoir un contrat de travail. Donc ça les rend quand même particulièrement vulnérables, ce cumul d'activités, quand ils ne sont pas déclarés, puisque effectivement, ils n'ont pas de droit au travail, ils n'ont pas de droits socio-économiques qui sont ouverts, et ça, ils l'ignorent complètement. Ils n'ont aucune protection en cas d'accident, et donc, malgré tout, ils rentrent quand même dans cette danse du travail. Et puis, dans le cumul de ce qu'ils vont rechercher, il y a un cumul d'acquisition de compétences. Donc, comment est-ce qu'ils vont être plus à l'aise? Et il ressort quand même beaucoup de nos entretiens avec ces lycéens et ces lycéennes qu'en fait, ils vont aller chercher ils vont essayer de cumuler des compétences qu'ils n'estiment pas trouver au sein de l'école, ou qu'ils n'avaient pas acquis dans leurs autres sphères sociales, qu'elles soient familiales, scolaires, amicales. Donc, où ils vont dire, moi, ça m'a permis de gagner de la confiance en moi. J'étais très timide, je n'osais jamais parler en public. Et donc, c'est des choses que j'ai pu acquérir. Donc, il y a aussi des stratégies d'acquisition de compétences qui sont liées au fait de vouloir cumuler travail scolaire et travail lycéen. Et donc, effectivement, ils vont aussi s'intéresser aux compétences recherchées par rapport au lieu où ils vivent. Donc Thierry vous en a parlé tout à l'heure, et puis Léa aussi, mais quel est le bassin d'emploi en gros dans lequel je me situe, quoi? Où est-ce que ça va être plutôt facile de trouver un emploi, même si je ne dis pas du tout que c'est facile ce qu'ils font. Après, dans les cumuls qu'on va pouvoir aussi retrouver, on va avoir ce qui se situe au niveau des impacts négatifs, et qui peuvent être une barrière, et j'y reviendrai après au niveau des parents, mais où ils peuvent ne pas forcément se rendre compte, et puis c'est pas forcément pris en compte dans la sphère scolaire, c'est le cumul de la fatigue, le cumul de la tension au niveau de l'organisation qu'ils ont à acquérir dans leur emploi du temps. Alors on a eu des élèves absolument hallucinants qui arrivent à cumuler je ne sais combien d'activités, et on finit par leur dire, mais attends, quand est-ce que tu dors? Parce que tu bosses le soir, tu as des activités sportives, et puis le week-end ça recommence, et puis alors voilà, ils sont très organisés, mais on peut quand même s'interroger sur ce que ça peut produire en termes de temps de sommeil. Et puis aussi, on leur demande si ça a un impact sur ce cumul d'activités, sur leur vie sociale avec leurs amis, leur vie amoureuse. Majoritairement, ce qui ressort quand même, c'est mes copains, ça va, ils savent. Ils savent que je travaille, ou alors c'est bon, c'est comme ça, et puis ils comprendront. Alors je parle sous couvert de mes collègues, mais a priori, ça semble pas avoir un impact majeur sur leur vie sociale, en tout cas leur vie amicale.
Et puis, ni non plus sur le temps de vie, parce que souvent aussi, et ça c'est une des dimensions qu'on ne sait pas vraiment encore comment appréhender, c'est ceux qui en fait travaillent pour leur famille, mais c'est pas vraiment un travail, mais en vrai ça occupe vraiment un temps de travail dans leur vie. C'est-à-dire quand ils vont être en charge des petits frères et sœurs tous les mercredis après-midi, ou à chaque fois qu'ils sortent du lycée, ils vont devoir aller les chercher à l'école, s'occuper des devoirs, voire s'occuper du repas, gérer en fait toute la vie domestique de la maison. C'est quand même du travail, et c'est en tout cas un temps qui ne peut pas être consacré à leurs études et qui est un vrai temps, pas employé, mais en tout cas ni dans une entreprise, mais qui peut aussi nous interroger sur cette conciliation. Donc pour certains, il va y avoir les limitations de la conciliation, ce qu'elle va amener, elle peut conduire à une forme de privation quand même de cet âge de l'adolescence, avec aussi des vertus que ça peut apporter, hein, je le disais tout à l'heure, en termes d'acquisition de compétences, mais peut-être aussi en termes de privation par rapport à leurs camarades. Ce qu'on observe aussi dans ces cumuls et cette conciliation, c'est qu'il y a une vraie différence entre les lycées professionnels et les lycées généraux et technologiques, parce que la conciliation, elle est plus simple, a priori, en lycée professionnel par rapport à la charge de travail scolaire qui est demandée en lycée professionnel, qui est moindre qu'en lycée généraux et technologiques, où là, ça devient extrêmement compliqué de cumuler quand vous avez 2-3 heures de travail à fournir tous les soirs quand vous rentrez chez vous, ou beaucoup de travail écrit à préparer le week-end. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'ils nous disent, mais là aussi, ils sont redoutables d'organisation et d'efficacité. Et puis, donc ça c'est quelque chose qui fait que en lycée professionnel, il semble qu'ils aient plus de temps libre qui leur soit dégagé, donc qu'ils aient plus de plage horaire pour travailler. Ce qu'on voit aussi quand même, une des grosses différences dans les entretiens qu'on mène, c'est qu'il y a une différence sociale majeure. C'est-à-dire que il y a deux principes au niveau du fait de travailler pour les lycéens, qui sont que les lycéens en lycée généraux et technologiques, ou en tout cas plus exactement issus des CSP+, ou des PCS+, savent beaucoup mieux concilier. Ils ont un background culturel qui leur permet de bien mieux savoir naviguer sur qu'est-ce que je fais, quand est-ce que je le fais, quand est-ce que je le fais pas, et comment je me mets moins en danger. Et puis comment est-ce que je vais préserver mes enjeux scolaires, ce qui est beaucoup moins le cas chez des élèves qui sont moins suivis, moins accompagnés par notamment leur famille, et donc c'est aussi de ça qu'on va parler maintenant. Donc nous, on les questionne également dans ces entretiens, à savoir, du coup, vos parents, quel regard ils posent sur le fait que vous travaillez, est-ce que c'est bien accueilli, pas bien accueilli, freiné, encouragé. En fait, là, par contre, il n'y a pas de différence entre les lycées généraux et technologiques, les parents et les lycées professionnels. Les parents, ils sont plutôt contents, ils sont plutôt fiers que leurs enfants travaillent. Pour beaucoup, ils trouvent même que c'est très bien. Ils vont un peu se faire le cuir et puis travailler. On peut supposer, on a quand même rencontré beaucoup d'élèves qui travaillent au sein de l'entreprise familiale le week-end. Et du coup, là, les parents se font à la fois marchepied et protecteurs dans l'entrée dans le monde du travail, c'est-à-dire qu'ils vont quand même garder un contrôle sur l'intensité de ce travail. Ils sont là, la fierté, elle est réciproque, pour l'élève face à son parent et pour le parent face à son enfant, qui, du coup, apprend pas à pas, grandit, etc. Et en même temps, il est quand même un peu sécurisé, il n'est pas avec n'importe quel entrepreneur à devoir travailler. Donc il y a des parents qui sont plutôt incitatifs. Oui, travail, et pareil, ça peut être souvent partie du travail d'été. J'ai fait des colonies, et puis tiens, pourquoi pas en faire pendant les vacances scolaires. Et puis en général, les parents ne s'opposent pas vraiment au fait de travailler, même si effectivement, quasiment tous nous disent, quand il y a des parents qui prennent en charge cette question, que la limite, ça va être, par contre, si tu n'arrives plus à suivre, stop. Donc, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui, par exemple, arrêtent, notamment quand ils sont en première, en terminale. À partir de janvier-février, ils arrêtent parce qu'il y a un examen à préparer. Donc, ils vont avoir travaillé de septembre, on va dire, jusqu'à janvier-février. Et ensuite, les parents semblent mettre un veto pour préserver la scolarité des enfants. Donc, effectivement,
c'est plus il n'y a pas réellement de contribution au budget familial. C'est ce que vous disiez aussi, Léa, tout à l'heure. C'est plus pour leur loisir. Et quand ça l'est, ou quand on subodore que ça l'est, ils vont là aussi nous le présenter sous l'angle de la fierté de participer, de filer un coup de main, d'éviter à leurs parents d'avoir ci et ça à payer. Et on peut supposer qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de la réserve, de la pudeur ou de la honte de ne pas être l'enfant qui a des parents en fait, qui ne répondent pas à leurs obligations de parents et qui seraient des parents défaillants, en fait, qui n'arriveraient pas à assumer leurs enfants tout au long de la scolarité, et donc ce qui les amènerait à travailler. Donc ils nous le présentent souvent quand ils sont un peu en charge du budget familial, comme quelque chose qui les rend fiers de ce qu'ils sont capables d'apporter à leur famille. On est rarement tombé sur des situations plus compliquées que ça. Alors après, ça c'est quand les parents sont là. Et en fait, on a aussi quand même pas mal d'entretiens avec des mineurs non accompagnés, où là, il n'y a pas de parents. Et c'est là qu'on va retrouver les plus grandes intensités, donc dans ce cumul et cette conciliation, parce que les jeunes, souvent, particulièrement quand ils commencent à sortir des foyers, où là, ils peuvent être un peu pris en charge, mais souvent, ils ont à peu près entre 100 et 200 euros par mois, sur lesquels ils doivent laver leur linge, payer souvent une petite partie de leur nourriture, en tout cas leur loisir. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est pas forcément énorme. Donc, ils vont souvent être amenés à travailler, mais quand ils sortent des foyers, là se pose la question de tout assumer. Donc le logement, se vêtir, se nourrir, etc. Et là, les intensités deviennent bien plus importantes. Et donc, c'est souvent eux, par ailleurs, qui sont les plus repérés par les équipes éducatives. Alors, du côté des équipes éducatives, en dehors de ces élèves MNA qui sont plus identifiés, plus repérés, pour qui on se dit, bah oui, on se doute bien qu'ils travaillent, c'est sûr. Et puis, il y a souvent toute une logique de la SAP, de bien présenter, de ne pas être dans le misérabilisme, c'est chez ces jeunes-là. Et donc, ils sont plus identifiés que les autres, parce qu'à l'inverse, en dehors de ce public-là, il y a une méconnaissance vraiment très très forte de cette réalité. C'est ce que Thierry vous disait tout à l'heure. Généralement, ils nous disent, mais nous, dans notre établissement, non, ça n'existe pas, ou ça doit être extrêmement marginal. Vous n'allez pas trouver d'élèves qui travaillent, ou très peu. Et du coup, aussi, ce qu'on observe, c'est que c'est une question qui ne se pose pas réellement, mais pour une raison assez simple. En France, en fait, on est un élève avant d'être un jeune, avant d'être un enfant, et on doit répondre au métier d'élève. Donc, d'ailleurs, quand on leur dit, au départ, même sur les entretiens, quand on était, on fait une étude sur le travail des lycéens. Évidemment, pour eux, c'était le travail scolaire. À aucun moment, ça venait à l'idée des personnels qu'on rencontrait. Alors, il fallait toujours qu'on précise. Alors, on ne vous parle pas du travail scolaire, on parle vraiment d'une activité professionnelle qu'ils peuvent faire en dehors de leur scolarité. En fait, ça n'a pas sa place à l'école, parce que ça interfère. Il y a un postulat négatif sur le fait que ça va interférer de façon négative sur la scolarité des élèves. Ils vont être fatigués, ils vont être en retard, ils vont être absents, forcément leurs résultats vont baisser, et donc ils vont avoir des ambitions scolaires moindres. Donc on a aussi cette question qui se pose. Et puis, à l'inverse, il y a des enseignants qui sont très conscients que leurs élèves travaillent et qui ont souvent des estimations assez justes sur le nombre d'élèves qui peuvent travailler. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'on n'a pas de chiffres intangibles là-dessus, et on verra aussi au retour des entretiens, mais ce qui semble se dessiner, c'est quand même une des différences qu'il y a entre LP et LGT, c'est qu'on peut être autour de 40% dans un LGT d'élèves qui travaillent, quand on est autour de 15-20% dans un LGT. Je veux bien préciser avec LGT. Alors, LGT, lycée général et technologique, et LP, les lycées professionnels. Et en tout cas, par contre, ce qui est sûr, au niveau des équipes éducatives, c'est que c'est un non-sujet. Ils ne parlent pas de cette question, ni en conseil de classe, ni dans les couloirs, ni dans la salle des profs. En fait, les rares lieux où ça va être amené, c'est dans les GPDS, donc c'est les groupes de prévention du décrochage scolaire. Et donc là, on est déjà dessus.
C'est-à-dire qu'on va évoquer cette question éventuellement, mais parce qu'on est déjà dans la remédiation, on n'est plus du tout dans la prévention, donc c'est pas une question. C'est pas une question non plus en termes de prise en compte de l'absentéisme, c'est-à-dire que ça n'apparaît jamais dans les logiciels d'absentéisme des établissements scolaires. Vous avez plein de raisons qui peuvent être cochées, mais celle-là, jamais. Je suis arrivée en retard, ou j'étais pas là, je suis arrivée 2 heures après, ou j'ai pas été là. Par exemple, on a un élève il n'y a pas très longtemps qui travaillait dans l'entreprise familiale de fleurs. Et du coup, dans les périodes festives, en fait, quand on a listé avec lui, on s'est aperçu qu'il y en avait quand même vraiment beaucoup dans l'année, mais notamment au mois de mai, en fait, il peut aller jusqu'à louper presque une semaine, 10 jours de cours. Et jamais de la vie, il dirait « mais non, mais jamais je vais pouvoir dire que c'est parce que je travaille ». Les profs le savent, mais ce ne sera jamais intégré comme une des raisons pour lesquelles je ne suis pas là. Donc il tombe dans le côté, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas là, il est absent, et on peut tout supposer derrière cet absentéisme qui n'a pas de raison admise par l'institution. Donc de part et d'autre, on a quand même plutôt une perception assez négative des élèves qui travaillent. Alors, sur les jeunes qu'on a enquêtés, quand ils sont issus plutôt des milieux modestes, ils vont souvent faire un lien entre cet investissement dans un travail à côté et un réinvestissement scolaire ou un accrochage aux études, en disant soit là ce que je suis en train d'acquérir comme compétence, en fait ça va me servir parce que je vais m'orienter comme ça et je vais pouvoir aller dans cette direction-là parce que en gros je veux viser une ascension sociale, donc effectivement je vais m'accrocher à mes études. Soit ils ont des boulots aussi qui sont pas où ils voient bien que c'est difficile, que c'est dur, quand ils font de la manutention, quand ils travaillent aussi dans les livraisons, tard le soir, etc., en se disant je vais certainement pas faire ça toute ma vie. Ou alors ils vont aussi viser des activités professionnelles qui vont leur apporter quelque chose pour les études supérieures qu'ils visent. Et donc ça peut être par exemple, alors moi par exemple là je fais de la revente sur TikTok, Vinted, etc. Ou Snapchat, c'est d'ailleurs pas trop sur TikTok, c'est plutôt Vinted et Snapchat. Mais en fait je suis en train d'apprendre à m'organiser, à gérer des stocks, je fais venir je ne sais combien de choses via les sites dont je tairai le nom, mais qui peuvent vous permettre d'acquérir pour une centaine d'euros des dizaines d'objets que vous allez revendre avec une plus-value relativement importante au sein de vos réseaux. Donc en fait, ils acquièrent des compétences entrepreneuriales. Et puis c'est un petit peu ce qu'on attend d'eux à l'école, en fait, qu'ils sachent gérer, qu'ils soient responsables, et qu'ils soient responsables de leur trajectoire, de leur vie, de leur carrière. Donc finalement, ils vont être beaucoup là-dessus. Alors, dans les milieux plus favorisés, c'est un peu différent. Et là, on voit aussi une nuance être apportée. Les milieux plus favorisés ou LGT, donc lycée général technologique, il y a le fameux Parcoursup. On en a parlé plusieurs fois, mais alors ça, c'est un impact quand même très important. C'est-à-dire que quand ils flirtent avec des activités illicites ou informelles, il faut quand même pouvoir mettre une ligne sur Parcoursup. Donc, ils vont cumuler des activités qui vont être celles qui sont convenables, donc être animateur pendant les petites vacances, et d'autres moins convenables, mais beaucoup plus lucratives, en dehors de ces périodes-là, pour pouvoir justement correctement... ils ont très bien compris en fait les règles du jeu, ils ont très bien compris où est-ce qu'ils devaient aller, ils ont très bien compris quels étaient les attendus de Parcoursup, et donc ils cochent des cases, et ils gèrent ça comme une petite entreprise d'activité, de polyactivité, qui vont leur apporter quelque chose dans leur projection dans le supérieur, ou leur futur professionnel aussi, dans les lycées professionnels. Souvent, ils travaillent dans le même secteur d'activité que celui dans lequel ils sont formés. De fait, ils ont acquis des compétences. Et puis, ils commencent à établir un devis quand ils vont aller faire une gâche. Comment est-ce que je vais calculer mon temps de travail? Comment je sais que changer ou faire une salle de bain en intégralité, combien de temps ça va me prendre? Maintenant, je sais le temps que ça prend. Et grosso modo, ils partiront avec une longueur d'avance quand ils monteront leur entreprise sur ceux qui ne sont pas passés par ces étapes-là. En tout cas, ça peut être ce qu'ils supposent et ce que supposent certains professionnels qui disent des enseignants qui même les conseillent en disant ça, tu es trop jeune, tu peux pas te faire payer autant, ça là-dessus par contre fais gaffe, ça va te prendre plus de temps, faut que tu te fasses payer plus. Donc il y a quand même ce type d'échange. Alors s'il y a des bénéfices qui peuvent apparaître,
parce qu'il y en a. Ils sont à certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut que le travail lycéen quand même reste de faible intensité en termes de temps de travail sur la semaine. Il faut que, pour éviter ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du sommeil, du cumul de sommeil, de la fatigue, il faut que ça reste sur une faible intensité et en dehors du temps scolaire. Or, il peut y avoir des élèves auxquels on ne laisse pas forcément le choix de ce temps scolaire, et c'est très difficile pour eux quand même, à leur âge, d'avoir les épaules de dire « Ah bah non, mais moi, je finis à 17h ou 18h, je ne pourrais pas venir à 16h. » Bah, si on leur dit « Bah si, il faudrait que tu sois là à 17h », ils vont souvent faire sauter l'heure de cours, parce que ce n'est pas aussi encadré par rapport à ça. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ces cumuls et ces conciliations. Et donc, je vais repasser la parole à Thierry pour la conclusion. Alors, on ne conclut pas vraiment, parce que vous l'avez compris, c'est une recherche en cours. Donc, on n'a pas de conclusion très ferme à vous apporter. Quand même, ce qu'on a relevé, c'est que les compétences que les jeunes disent avoir acquis quand on discute avec eux relèvent quand même beaucoup plus de compétences qu'on dit psychosociales aujourd'hui, c'est-à-dire gérer une relation à l'autre, gérer une relation de clientèle, parler en public, etc. Beaucoup plus que des compétences techniques, en fait. Ils valorisent beaucoup plus ces éléments-là. Même quand ils travaillent sur des métiers beaucoup plus manuels ou des métiers beaucoup plus techniques. Il y a plusieurs enseignants qui nous ont dit, en fait, les élèves qui travaillent sont des meilleurs élèves que les autres. Parce qu'ils ont un pied dans le monde d'adulte, un pied dans le monde de l'enfance, et donc ils savent pourquoi ils sont là. Et quand ils sont très bien organisés, le fait de savoir organiser une vie professionnelle en même temps qu'une vie scolaire, bah, ça leur permet d'être beaucoup plus organisés aussi dans leur travail scolaire. Et donc c'est des élèves qui sont beaucoup plus... avec qui on peut avoir des vraies discussions d'adultes. Je me rappelle très bien, c'est les enseignants nous disant ça au lycée René Caillé, pas très loin d'ici. C'est des élèves avec qui on peut vraiment discuter parce qu'ils ont sauté le pas vers le monde des adultes. Et d'ailleurs, des fois, c'est un peu schizophrène. Les élèves qui font de l'animation, par exemple, quand on discute avec eux, assez vite, ils nous disent... c'est un peu bizarre parce que quand je suis au lycée, je suis un enfant. Et quand je fais de l'animation, je suis l'adulte. Et c'est eux les enfants. Et voilà, donc ils vivent un peu, ils naviguent un peu entre ces deux mondes. Et en tout cas, clairement, le travail pendant les études, au secondaire, ça accentue, ça facilite le passage à l'âge adulte. C'est vraiment une logique de transition. Donc effectivement, pour les élèves les plus favorisés, c'est le métier d'élève, c'est celui qui prime. Les parents, effectivement, les parents sont très soutenants. Les parents sont très compréhensifs. Les parents sont parfois incitatifs, mais ils sont toujours vigilants. Et ça, on l'a bien remarqué, et ça c'est très transversal aux lycées généraux comme aux lycées professionnels, aux familles de milieux plutôt aisés ou de milieux plutôt populaires. On retrouve quand même une limitation mise par les parents disant voilà, tu peux travailler, mais il ne faut pas que ça impacte tes études. Le lycée, ça reste la priorité pour les parents et pour les élèves aussi, parce que ils mesurent assez rapidement qu'ils peuvent se faire aspirer par le travail. Alors même si des fois ça peut déborder, comme le disait la jeune fille dans la petite vidéo de tout à l'heure, ça peut déborder aussi sur les stages. C'est-à-dire qu'on fait un stage dans le cadre de sa formation, notamment quand on est en lycée professionnel, et puis là le patron il dit à la fin du stage, bah, écoute, si tu veux je te fais un contrat de travail. Et là le risque il est là. C'est-à-dire, le risque du décrochage il est là. C'est-à-dire les élèves qui vont finalement pas se diplômer parce qu'on leur propose un contrat de travail directement à la sortie du stage. Donc là-dessus, il y a un travail probablement à faire de conscientisation des employeurs. Ça fait aussi partie de ce qu'on a en arrière-fond. Et d'ailleurs, on va aller interviewer des employeurs pour voir un peu comment ils conçoivent, eux, de faire travailler des lycéens et qu'est-ce que ça leur pose éventuellement comme question ou comme problème. Et puis pour effectivement les élèves qui sont des milieux les moins favorisés, bah, ça on l'a dit et on le répète, c'est aussi un motif d'accrochage, c'est aussi un motif qui donne sens aux études, le fait de travailler. Mais ce qu'on sent bien, c'est qu'il y a des inégalités sociales, il y a des inégalités scolaires, et que le travail peut les renforcer.
et donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et puis finalement, peut-être pour un dernier mot, c'est que on a cette représentation assez fortement ancrée, alors en France au moins, du fait que on est élève, et puis un jour on quitte l'école, et là on découvre le monde du travail. Et en fait non. En fait tous ces élèves nous disent non, moi le monde du travail je l'ai découvert au lycée, voire au collège. Et donc cette image qu'on a d'une transition à l'âge adulte qui se ferait par l'insertion sur le marché du travail, certes, mais c'est pas forcément à la fin de l'école. Ça peut commencer pendant l'école, et c'est ça qui nous intéresse, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, on attend les résultats du questionnaire qu'on va lancer la semaine prochaine pour avoir des éléments beaucoup plus solides en termes quantitatifs et en termes statistiques. Sur ce sujet, c'est quand même assez rare, je dois vous dire, quand on est chercheur, et notamment chercheur en sciences sociales, c'est rare de faire des découvertes. C'est rare d'être sur des objets qui n'ont pas été explorés ou très peu explorés. Et quand on en tient un comme celui-là, vous l'avez peut-être senti, ça nous passionne en fait. Merci. Est-ce que vous voulez trois recherches pour le prix d'une? Est-ce que vous voulez un mot sur les thèses en cours de Léa et Marie et Marie-Laure, à la fois sur la citoyenneté sociale? C'est ce que j'allais proposer au début, mais elles ont oublié. Ou elles ont fait semblant d'oublier. Mais oui, volontiers. Alors, tu veux commencer par toi? Moi, c'était sur la colonisation en France quoi et ta du thèse Canada au XVIIIe siècle. C'est ce que tu nous as donné. Oui, alors moi je m'intéresse justement à l'apprentissage de la citoyenneté sociale dans les lycées, en France et au Québec. Et donc sur toute cette question qui est, l'hypothèse de départ, c'est que la citoyenneté c'est un trépied, et il y a la citoyenneté politique, la citoyenneté civile, et il y a la citoyenneté sociale. Et qu'on travaille beaucoup les questions de citoyenneté politique à l'école, pas de problème, on pourrait... il y a des manques, machin, tout ça, on pourrait le trouver. Mais c'est quand même très travaillé. La citoyenneté civile aussi, pas mal. Mais la citoyenneté sociale, c'est très peu travaillé en France et au Québec. Et quand c'est travaillé, c'est de façon très disparate et c'est très dépendant des filières qu'on va choisir, qu'on soit en lycée pro, lycée généraux ou technologique. Et puis, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne travaille jamais la question de l'acquisition de savoir pratique en termes de citoyenneté sociale. On va apprendre les droits. Qu'est-ce que c'est que les droits, vaguement, quand on est concerné. Et donc, tous les lycéens ne sont pas concernés. Et jamais la question du droit. Et la différence entre les deux, c'est que les droits, vous savez que ça existe. Le droit, vous savez comment y accéder. Et donc, cette question-là, elle est, pour ainsi dire, très peu ou pas beaucoup travaillée. Et bien que les Québécois, souvent en éducation, sont meilleurs que nous sur pas mal de questions, là, il y a quand même des lacunes assez importantes. Et du coup, moi, le lien que je fais avec cette étude sur le travail des lycéens, c'est qu'effectivement, la question de savoir quels sont mes droits, dans quel contexte je travaille, et comment est-ce que je sais à qui je peux m'adresser si j'ai un souci, ou comment ça va. Ou ça va pas. Et quand j'ai peu interrogé les lycéens, parce qu'en fait c'est pas vraiment à eux que je m'intéresse dans ma thèse, mais plutôt aux institutionnels et aux enseignants, mais j'ai un petit peu vu les lycéens, et moi j'ai été très frappée, notamment sur un entretien collectif, où je leur dis mais du coup plus tard, là, si vous avez un souci dans votre travail, que vous subissez du harcèlement ou de la placardisation, ou que vous avez un souci quelconque dans votre vie, à qui vous allez vous adresser? Et ultra majoritairement, ils ont répondu la police. Donc je me dis, bon, ok, donc on a quand même des steps qu'on n'a pas et qui nous manquent, et surtout ça questionne beaucoup sur ce manque de cette troisième dimension de la citoyenneté en termes de démocratie. On le voit aujourd'hui, je pense qu'on peut largement se questionner au vu des derniers résultats politiques un peu partout sur la planète et des évolutions qu'il y a. Donc ça pose aussi la question des solidarités entre les individus et du collectif. Donc voilà, moi je m'intéresse à ça. Du coup je suis très longue, pardon, je parle ça. C'est la passion.
Donc la thèse que je mène, comme je l'ai un petit peu signalé tout à l'heure, donc elle porte sur le sujet de la prostitution des adolescents et adolescentes et l'impact de cette activité sur les trajectoires scolaires et biographiques des jeunes. En fait, ce sujet de recherche, il naît aussi un peu comme le travail des lycéens. On voit qu'il y a un impensé dans la littérature scientifique aujourd'hui. Autant c'est un sujet qui est plutôt porté médiatiquement sous le couvert de faits divers. On sait qu'il y a de plus en plus de jeunes en situation de prostitution à des âges de plus en plus tôt, 13, 14, 15, 16 ans, etc. Mais pour autant, la recherche sur ce sujet-là, elle est vraiment minime, vraiment sur le sujet de la prostitution des mineurs, hein, j'entends, où en fait, la recherche, elle se base beaucoup sur la parole des professionnels ou sur des jeunes qui peuvent être placés en institution, type foyer de la protection de l'enfance, où elle va en fait se baser sur l'étude des dossiers judiciaires ou l'étude des dossiers de la protection de l'enfance, mais elle va jamais vraiment donner la parole aux jeunes. Et donc, si on ne donne pas la parole aux jeunes, on ne peut pas comprendre quels sont les processus finalement d'entrée dans cette activité-là. Aujourd'hui, c'est vraiment la question qui se pose, c'est quelles sont les conditions d'entrée dans une activité autant stigmatisée, aussi taboue, aussi dangereuse, souvent. Voilà, quelles sont les conditions qui font qu'on s'initie en fait à ce genre de pratique, avec plusieurs hypothèses. La première, c'est que tous les milieux sociaux, économiques et sociaux sont concernés par cette activité-là, et qu'il peut y avoir des facteurs communs, des facteurs de vulnérabilité communs de nombreux jeunes en situation de prostitution qui sont un peu connus aujourd'hui par des professionnels, que ce soit des carences affectives, éducatives, avoir subi des violences sexuelles pendant son enfance, voilà, plein d'autres choses qui peuvent être communs de nombreux jeunes en situation de prostitution. Mais par contre, aucune recherche ne vient questionner aussi le rapport à la scolarité, à l'école, alors que les âges d'entrée de ces jeunes dans ces activités-là se situent aux périodes finalement collège et lycée. Donc quid aussi du parcours scolaire, des défaillances qu'il y a pu y avoir, est-ce qu'elles interviennent avant, pendant ou après le début des activités prostitutionnelles. Donc c'est pouvoir comprendre cela, et aussi avec une autre hypothèse, c'est que ce ne sont pas seulement les vulnérabilités individuelles des jeunes qui sont en jeu, mais aussi les relations sociales. C'est-à-dire que c'est aussi des rencontres, des connaissances qui vont faire qu'on n'entre pas comme ça dans un réseau de proxénétisme ou même dans une activité prostitutionnelle beaucoup plus ponctuelle et individuelle. C'est souvent quelqu'un qui nous en a parlé, et qui est ce quelqu'un, de quelle sphère relève-t-il, quel est le lien aussi encore une fois avec le milieu scolaire ou avec la famille, avec le quartier. Et c'est aussi souvent des effets d'opportunité. Et donc c'est aussi de pouvoir essayer de comprendre tous ces facteurs qui vont influencer l'entrée dans les activités prostitutionnelles, entendues au sens très large, allant des conduites à risque ou pré-prostitutionnelles, comme l'envoi de photos en ligne, comme au départ, ça peut être vraiment plein de choses. Des fois c'est juste une rencontre une fois et il se passe rien, on revoit la personne, et ben là on nous demande autre chose en échange. Ça peut être tout l'usage aussi des réseaux sociaux, plein de pratiques qui peuvent avoir lieu contre de l'argent, mais aussi d'autres contreparties, que ce soit un hébergement, de la nourriture, que ce soit de la reconnaissance aussi. Des fois c'est pour faire comme les copains, comme les copines. Donc voilà, c'est questionner tout ça, et ça s'ancre aussi vraiment dans ce projet de recherche sur le travail des lycéens, et plus comme une focale des activités illégales qu'on a pu mentionner, et donc le terrain de recherche est un petit peu différent, étant donné que ça nécessite de passer en dehors aussi des établissements scolaires pour pouvoir rencontrer ces jeunes. Donc il faut être un petit peu inventif pour arriver à les rencontrer, à les faire parler. Bon courage. Trois observations. Tout d'abord, ce que vous décrivez à propos des élèves, des jeunes de moins de 18 ans, me fait penser à la situation des jeunes sportifs souhaitant atteindre le niveau de performance. On rencontre les mêmes difficultés: absence de contrat, travail démesuré, absence de protection sociale, absence de tout, sinon de l'entraînement, et dans certains clubs, alors que tous les clubs ne sont pas au même niveau. J'ai eu l'occasion de m'intéresser notamment à l'Olympique de Marseille,
lorsque je leur ai demandé ce qu'il arrivait à un jeune qui se blessait à 12 ans, eh ben, ils disaient, on sait rien, on fait rien. Il le posait sur le bord de l'autoroute, sinon que le gamin il était déscolarisé au moins depuis 2 ans. Deuxième observation, de l'utilisation de l'argent recueilli. Lorsqu'on interroge les foyers sur si vous aviez davantage d'argent, qu'est-ce que vous en feriez? Première utilisation, l'équipement de la maison. Deuxième utilisation, équipement du ménage, donc de la maison. Équipement individuel, donc du matériel informatique. Et l'alimentaire, c'est seulement à la 4e position. Et on voit que les jeunes, eux, disent on veut faire des économies. Et ça ne fait pas partie des priorités de l'argent que recevrait un ménage en plus. Et enfin, un point négatif, parce qu'il en fallait un, lorsqu'on fait un questionnaire, le taux de réponse est de l'ordre de 1 pour 1000. Allez, on va être généreux, 5 pour 1000. Donc vous allez avoir 25 réponses. Non, ils sont actifs. Alors d'abord c'est 110 000, donc si c'est... Non, les blagues, ça va être un peu plus. Non, mais si vous êtes en face, moi je l'ai expérimenté, notamment au lycée Saint-Charles. Lorsque je demandais à remplir un questionnaire avant de lâcher les élèves, ils le remplissaient tous. Si je leur ai envoyé, ou si je leur demandais de le retourner la fois suivante, il y en avait, 1 sur 5 ans. Ouais. Ça, on a eu ça depuis le formulaire de consentement. Vous avez expérimenté. Pour les élèves mineurs, on leur demande de remplir, de faire signer par leurs parents un consentement à être interviewé. Et au passage, pour ce qui concerne la prostitution des mineurs, vous imaginez bien que c'est très compliqué. Donc là, on a dû négocier avec la CNIL pour avoir une exemption, enfin un avis sur la possibilité de s'exonérer du consentement des parents. Mais on est bien conscient de tout ça. Donc en fait, on n'est pas rentré dans le détail de comment est organisé le questionnaire. En fait, on va s'appuyer sur les chefs d'établissement, c'est-à-dire qu'en fait, on va envoyer le lien aux chefs d'établissement qui vont faire passer le questionnaire en classe, sous l'autorité d'un prof. On a fait un petit kit, en fait, qu'on envoie aux chefs d'établissement, qui vont donner avec à la fois un vélo make-up de comment faire, de faire le truc par les élèves en classe et de nous faire un compte rendu avec le nombre d'élèves présents, le nombre d'élèves qui vont répondre, etc. Et donc ça c'est à l'intérieur de l'établissement, et pour s'assurer que les établissements vont bien jouer le jeu, en fait, on s'appuie sur l'école académique de formation continue, dont les conseillers en ingénierie de formation vont faire des relais auprès des chefs d'établissement en leur disant cette enquête est importante, il faut y répondre, etc. Et si ça ne marche pas, on fera faire, le cabinet du recteur fera un courrier aux chefs d'établissement pour leur dire que c'est important de répondre. Et en Aquitaine, on passe par le réseau des inspecteurs de l'orientation, qui vont là aussi faire le lien avec les chefs d'établissement pour s'assurer qu'on soit bien entendu, qu'on ait des bons taux de réponse. Bravo, et je vous souhaite le maximum de succès. J'ai sollicité le réseau des enseignants au travers du réseau du recteur, 3 années consécutives, en proposant aux collégiens et aux lycéens la gratuité des conférences universitaires populaires toute l'année. 0 réponse. Je crois 0 prof s'en est occupé. Enfin, mais bon, je ne veux pas rajouter de la difficulté à votre difficulté. Mais vous avez certainement vous aussi des questions. Oui, vas-y. Est-ce que vous observez en pourcentage plus de lycéens qui travaillent en milieu rural qu'en milieu urbain? En pourcentage? En pourcentage, enfin, on n'a pas de pourcentage puisque le questionnaire n'est pas encore parti. Mais en retour de terrain, on n'a pas moins d'élèves qui travaillent en milieu rural. Pas forcément plus non plus, ils ne font pas la même chose. C'est-à-dire qu'à Marseille, j'ai pas encore eu d'élèves qui m'ont dit, comme à Laurent-Sainte-Marie, ah bah nous, on va tous aller castrer le maïs. Parce que là, effectivement, à la fin de l'été, c'est la tâche importante. Donc, ce n'est pas les mêmes activités, mais on a des activités très importantes. Beaucoup de jeunes en milieu rural qui vont couper du bois pour papy, contre une pièce, filer un coup de main. Voir des élèves, moi j'ai des élèves à Laurent par exemple qui le soir, ils rentraient de l'école à 18h et jusqu'à 21h, ils rentrent les bêtes, ils font la traite, etc. Ils travaillent à la ferme.
Deux questions. La première, c'est dans votre questionnaire, lorsque vous l'exploiterez, est-ce qu'on aura une vision de quelles sont les catégories sociales dominantes des parents ou des familles dont les enfants travaillent? Est-ce qu'on aura ça dans le questionnaire à partir de quand vous l'aurez exploité? La deuxième question, vous disiez à juste titre, parce que ça on le sait dans notre histoire, que dans un lycée, il y a un scolaire, mais il n'y a pas un travailleur. C'est la conception de l'éducation que nous avons en France. Mais au Canada, tu situais, Thierry, qu'il y avait grosso modo 60% des lycéens, l'équivalent des lycéens, qui travaillaient. Est-ce que l'institution scolaire au Canada prend en compte cette situation du travail scolaire dans l'établissement des programmes pour l'articulation travail scolaire, travail extérieur? Alors moi j'ai deux questions. Tu peux répondre, si tu veux répondre maintenant. Je vais répondre sur la première, et puis Marie répondra, je pense, sur la deuxième, parce que c'est un aspect qui a plus directement enquêté au Québec. Oui, on va interviewer enfin, dans le questionnaire, il y a des questions sur la catégorie socio-professionnelle des parents, sur leur plus haut niveau d'études. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que le questionnaire s'adresse à tous les élèves, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Donc comme ça, on va pouvoir profiler différemment. Et puis par rapport au Québec, alors c'est très intégré dans la société, c'est vraiment une norme que les élèves travaillent, rien de surprenant à nouveau. On peut supposer aussi que l'aménagement horaire, les jeunes dans le secondaire finissent plutôt autour de 16 heures, a été aussi fait pour de fait libérer du temps, parce que working first, quoi, ça c'est quand même très très important pour les élèves, pour qu'ils aient un peu du temps pour travailler visiblement. Après, au niveau des établissements, moi je ne l'ai pas vu dans les règlements intérieurs. Par exemple, il n'y a pas de disposition faite pour permettre cette conciliation travail-études qui est vraiment institutionnalisée, on va dire, alors que moi je supposais que ça l'était. Que le dialogue semble être difficile quand, par exemple, des enseignants se rendent bien compte qu'ils ont des élèves qui peuvent travailler 25-40 heures par semaine, là ça devient énorme. Et les parents peuvent, à l'inverse, se répondre, bah, en fait, ils travaillent, c'est bien. Pas à l'école, mais en fait, ils travaillent. Donc, c'est OK, en fait, son avenir va bien passer. Après, il y a aussi quand même des conventions, des labels qui sont passés sur quelques établissements. Enfin, il y a des établissements qui passent un label spécifique, qui est de dire, bah, nous, on travaille avec des entrepreneurs. En fait, on fait partie des établissements qui vont aller vérifier que leurs élèves qui travaillent le font dans de bonnes conditions en lien avec les entreprises qu'embauchent nos élèves, grosso modo pour le dire très rapidement. Et donc ils sont labellisés dans ces cas-là parce qu'ils vont aller travailler, on va dire, dans un concept de partenariat pour justement s'assurer que la conciliation est bien respectée, que les élèves ne dépassent pas un temps de travail qui est autour de 12 heures avant que ça puisse porter atteinte à la scolarité. Donc c'est plutôt comme ça que c'est perçu, mais c'est pas vraiment... Et il y a cet aspect qui est très classique en France du divorce entre l'école et l'entreprise. C'est vraiment deux mondes qui se tournent le dos. Et on va essayer de surmonter ça à La Réunion, précisément, où on est en train de travailler sur la persévérance scolaire, en essayant de reproduire les tables de concertation telles qu'elles se font au Québec, c'est-à-dire de mettre autour de la table les milieux scolaires, les milieux associatifs, les milieux culturels et surtout les milieux d'entreprise, pour que la question de la persévérance scolaire, ça soit aussi saisi comme c'est important pour les entreprises que les élèves soient qualifiés, que les jeunes soient qualifiés. Et ce travail-là, on essaie de faire en sorte que ça participe aussi à cette prise de conscience-là, qu'il faut densifier les liens entre l'école et l'entreprise, ne serait-ce que pour qu'il n'y ait pas de prédation de l'entreprise sur l'école, mais qu'il y ait une forme de modus vivendi soit trouvé. Oui, j'ai deux questions. D'une part, je me suis posé la question, les parents ont tendance à soutenir et à trouver que c'est bien que les enfants, même lycéens, collégiens, travaillent, bon, tout en surveillant un peu que ça
ça handicape pas le cursus scolaire. Mais je me dis, mais à ce moment-là, ça doit être... Enfin, qu'est-ce qui se passe quand les élèves sont dans des boulots complètement illégaux, complètement... J'imagine que les parents ne sont pas au courant, j'imagine. Est-ce que c'est ce que vous avez senti ou comment... C'est ça que je me suis demandé. Est-ce que les parents sont très au courant de l'informel. Oui, l'informel, oui. Ça pose pas de problème, et c'est pas spécifique à Marseille ou à Pacas, on retrouve la même chose en Aquitaine, hein, c'est pas, voilà. Mais quand on bascule dans le travail illégal, là, c'est clair qu'on s'en rend moins, beaucoup moins. Et en fait, nous, on l'apprend. D'ailleurs, c'est assez compliqué à gérer en entretien. J'imagine. Quand des élèves, j'ai le souvenir à Oloron-Sainte-Marie, d'élèves, vous avez peut-être entendu parler à l'occasion du procès de Mazan du site coco.ggg qui a été fermé. Bon, voilà. Ben, moi, j'ai des élèves de seconde qui me disaient, nous, en fait, on gagne notre vie comme ça. C'est-à-dire, on fait des faux profils de pédophiles sur Internet, on donne rendez-vous à des pédophiles, on les rançonne. Donc ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait quand on recueille ce type de témoignages en ayant garanti l'anonymat aux élèves, comment on gère ça par rapport aux établissements. Là, en l'occurrence, on a pris la liberté de prévenir le chef d'établissement en lui disant on ne vous dit pas qui, on ne vous dit pas quelle classe, on ne vous dit pas quel niveau, mais sachez que ça se fait dans votre établissement, et donc si vous devez faire de la formation, faites-le, ciblez-le par exemple sur ce type d'activité. Mais on n'en parle pas avec les parents. Puis les parents ne doivent pas être au courant, j'imagine. Après, il y a quelque chose qui semble un peu ressortir, parce que comme vous disait Léa tout à l'heure, on a quand même beaucoup de difficultés à recueillir du témoignage. J'imagine. Il y a des élèves qui le disent. Ils disent au moment où on fait quand on recueille les élèves là. Les enrôles. Ouais, voilà, enfin bref, ça, quand on vient... Pour les embaucher. Ouais, et quand on recueille les volontaires, en fait, il y a des élèves qui nous disent explicitement, moi, je fais du trafic. Après, le passage à l'entretien, il se fait pas. Voilà. En fait, Mais ils n'ont jamais vu cela. Des enseignants peuvent nous le confirmer. Et on a quelques élèves, notamment ceux qui sont dans une polyactivité très importante, où on peut supposer qu'il y a une part d'illicite et que c'est l'informel qui couvre l'illicite aux yeux des familles. C'est-à-dire que quand c'est un argent qui va venir aider, pour lequel ils sont fiers de pouvoir payer la colonie de la petite sœur, payer le séjour linguistique ou les fringues pour les élèves, et puis ça permet de cacher en fait l'illicite. Et en disant, je ne peux pas être là-dedans, papa, maman, puisque vous savez très bien que je travaille à côté. Donc, alors que ça peut aussi venir... On suppose que ça peut venir aussi arrondir la fin de mois. Après, on n'en a pas eu, nous, la démonstration, mais il y a des milieux qui sont dans une telle précarité que les parents n'ont pas les moyens de se poser la question. Bien sûr. D'où vient l'argent. Je pense ça, on le sait. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est... Mais nous, on n'a pas... on n'en apporte pas la... Alors après, j'ai une deuxième question qui m'intéresse directement. Vous avez évoqué le fait que dans vos entretiens apparaissait, était mis en avant par certains élèves, qu'ils travaillaient au sens du travail domestique, c'est-à-dire que le mercredi après-midi, garder les petits frères, les petites sœurs, etc., faire à manger. Là. Et je me posais la question, est-ce que c'est venu spontanément ou est-ce que c'est vous qui avez induit? Parce que la question du travail domestique et parental, c'est pas considéré comme du travail en général. Donc je me suis dit, est-ce que c'est vous qui avez induit en questionnant est-ce que vous aidez à la maison, je sais pas quoi, ou est-ce que non, c'est venu spontanément parce qu'ils ont une représentation de cette activité-là comme effectivement du travail. Voilà, ça c'est une question. Déjà, quand on passe dans les classes et qu'on présente l'enquête aux élèves, nous, on leur fait un peu un panorama de toutes les possibilités. Enfin, on leur montre l'éventail de notre définition du travail, et ça, on peut le citer en tant qu'exemple. Donc déjà, ils savent qu'ils peuvent nous en parler. Mais après, pendant l'entretien, nous, on ne l'amène pas pendant l'entretien, c'est eux après qui vont nous dire leurs expériences. Vous avez quand même ouvert le panorama. Et dans le panorama général, on ouvre aussi justement sur l'activité illégale, parce qu'on cherche aussi voilà, on essaie d'ouvrir sur tout, parce que des fois les élèves de prime abord, ils vont dire qu'ils n'ont jamais travaillé, ou qu'ils ne travaillent pas, donc on est obligé de leur citer des exemples
assez divers. Et là, elles se rendent compte, ah ben si, ah, mais toi, t'as fait ça, machin. Et même, ils se parlent entre eux. Et là, émergent des souvenirs ou des activités actuelles diverses et variées, dont celle-ci. Ouais. Et autant dire que nous, on a beaucoup discuté là-dessus aussi. Au sein de l'équipe, avant de partir sur le terrain, c'est quoi un travail? Est-ce que c'est... sur quel échange ça se base? Est-ce que c'est uniquement un échange monétaire ou est-ce que ça peut être autre chose? Donc on a beaucoup discuté et mettre ça après en forme dans un questionnaire, c'est encore moins facile. J'imagine. Et on n'a pas vraiment tranché. Et on a laissé les choses le plus ouvertes possible, comme on interroge. Mais en sachant qu'après, nous, on pourrait requalifier les choses en interprétant les résultats du questionnaire. Venez à l'Université populaire la semaine prochaine. Nadine Richez-Batesti et Enrico Donaggio parleront de quel travail voulons-nous. Et après, sur le travail domestique, en fait, souvent, bien qu'on ait fait la présentation, ils peuvent venir, des fois c'est un peu confus, ils se sont portés volontaires, ils ne savent pas trop. Et puis quand on leur réexplique qu'en fait, voilà, on parle bien de travail rémunéré ou en tout cas rétribué, etc. Ah bah désolé, non mais moi je ne travaille pas. Donc voilà, oh merde. Et en fait, ils disent, les quelques fois, moi j'ai eu des entretiens qui amenaient au travail domestique, souvent l'entrée d'après c'est, de toute façon j'aurai pas le temps moi. Je m'occupe de mes frères et sœurs et on dit, hop là, on ne sait pas encore ce qu'on va faire de ces activités qui ne rentrent pas exactement dans notre étude. Et en fait, on s'aperçoit que ça occupe quand même un temps vraiment très conséquent. J'ai fait une étude dans les années 80-90 sur les représentations du travail professionnel et domestique auprès de femmes ouvrières, femmes numéros. Et c'était très intéressant, justement, la représentation en termes de travail ou pas. Bon, bref, c'était une question qui m'intéressait. Vas-y. Oui, moi. Je suis un prof de gym en fin de carrière, prof de PS, en lycée pro. Je suis passé un petit peu par des types d'établissements, donc effectivement, j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait. Je suis arrivée... Oui. Je recommence depuis le début. Non, on a entendu. Donc j'étais à Paris en 2003, je suis arrivée en 2003 à Marseille. J'ai vraiment vu une grosse différence, que ce soit en termes de comportement, de niveau de population, mais aussi de niveau de vie, de niveau physique. Enfin bon, voilà, c'est ça. Et je trouve que pour en revenir à votre travail, est vraiment très intéressant parce qu'il soulève vraiment la sacralisation de l'école, qui est très fermée sur elle-même. Malgré le fait qu'elle essaye effectivement de s'ouvrir, surtout dans les lycées pro, puis un petit peu en collège, vers les stages et vers l'entreprise, voilà, c'est quand même peanuts. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, je suis un peu en vrac, là. Je suis qu'un prof de gym, donc voilà, c'est pas comme non, c'est une plaisanterie. Je suis complètement d'accord sur le parallèle que vous avez fait entre le sport et le travail. Ce sont des choses qui sont vraiment très difficiles à prendre en compte à l'école, par l'école. Et effectivement, ça amène les sportifs à s'organiser. Ben, ça, c'est obligatoire. Ceux qui sortent, ils sont obligés de s'organiser. Ils ont souvent une tête bien faite. Les autres, effectivement, je dirais les footeux, les footballeurs et les rugbyman maintenant, qui deviennent professionnels, rentrent dans des systèmes, des usines qui les usent, qui les utilisent et qui les jettent après. Ça, c'est vraiment très dommage. Après, dans les plus petites fédérations, il y a des réflexions qui sont menées, qui ne sont pas forcément encore bien abouties, mais il y a quand même des réflexions là-dessus. Pour revenir au travail, effectivement, le travail est peu considéré, mais les profs quand même s'en saisissent. C'est dit en conseil de classe, c'est dit entre nous, on sait très bien, alors plus en lycée pro qu'en collège. Hein. En collège, les gamins qui ne travaillent pas à l'école, c'est pas possible. Quoi. Enfin, qui ne travaillent pas à la maison, il peut habiter un squat, on s'en fiche complètement. Enfin, complètement, pardon. Mais voilà, bon, il y a des problèmes aussi de recadrage des profs qui n'ont pas une vision très claire des élèves qu'ils ont devant. Ça,
Ça, c'est peut-être un problème de formation, de déformation. Parce qu'à un moment donné aussi, les profs ont vécu dans des milieux sociaux différents, avec une éducation différente, et qui ne se rendent pas compte que, actuellement, surtout à Marseille, donc je reviens à la paupérisation, la population devient extrêmement pauvre. Je suis en lycée professionnel, je vous le disais, au lycée Colbert. J'ai des élèves qui n'ont pas un repas par jour. Voilà, on découvre à la fin, voilà, il y en a un sportif d'ailleurs qui a été pris en compte. Là. J'ai prévenu le prof, il ne mange pas cet élève, ça fait longtemps qu'il ne mange pas. Et en fait, le deal, c'est tu viens manger et tu restes l'après-midi au lycée, pour pouvoir passer le bac. Vous voyez, encore mon mec, c'est un gamin qui vient à la S, qui fait du basket, manger toujours des fruits ou des choses comme ça pour leur donner à manger, mais il faut le faire discrètement en plus, parce qu'ils n'aiment pas trop non plus que ça se voit. Donc bon, il faut que ça soit naturel, il faut que ce soit réparti sur tout le monde. Donc voilà, je vous raconte une petite histoire, mais c'est quand même très très important. Et je me posais la question, je vous ai entendu parler des différentes motivations, mais en lycée pro, vraiment la motivation, c'est la survie. La motivation au travail, c'est la survie. Les élèves qui bossent dans les fast-food ou les beurres, ou je ne sais quoi, c'est pour vivre, c'est pas pour autre chose, quoi. Je crois que ça, c'est vraiment un élément, moi, qui me touche fort. Alors, évidemment, c'est peut-être différent en lycée et en lycée technique. Mais en lycée pro, surtout dans les grosses villes comme Marseille, Paris, évidemment l'Île-de-France, 93, voilà, on est dans des états, on se demande comment ça n'explose pas, parce que les gens ne sont pas organisés, mais comment on fait pour survivre? Une autre petite chose, oui, vous cette chose avez entendu parler de l'alternance, mais c'est vrai que l'alternance et les stages qui s'agrandissent, parce qu'on est en train aussi de déliter le statut du prof, je le vis en ce moment, par comment dire, les bacs qui changent et les systèmes d'allongement des stages. Comment dire, on est en train de mettre le pied à l'étrier des élèves dans le milieu scolaire en oubliant complètement leur formation générale. C'est vraiment, on fait des petits citoyens, comme des scolaires d'ailleurs. Mais de quels citoyens on a besoin actuellement? Je vous ai dit que c'était un peu en vrai. Voilà. J'ai été vraiment touchée par votre exposition. Merci beaucoup. Alors, on a croisé, ça a été effectivement très fort toujours des élèves qui n'ont pas de lieu pour dormir, qui dorment dans la rue ou dans les voitures, qui ont du mal à se nourrir, effectivement. Ça, on l'a bien croisé. Oui, il y a trois choses sur lesquelles je voulais peut-être rebondir sur ce que vous disiez. D'abord sur l'alternance, pour évoquer, parce qu'on a un peu fait finalement la Réunion, où là il y a une vraie inquiétude à la Réunion sur la rémunération des stages. Parce qu'on constate déjà une surorientation dans la voie professionnelle, et le rectorat est très inquiet que la rémunération des stages n'entraîne pas que les familles poussent les élèves en voie professionnelle, parce que ça fait un apport d'argent pour les familles particulièrement démunies. C'était la survie. Donc je rebondis encore, mais là on est en train de modifier complètement le bac, la pro je parle, de passer de 6-7 semaines de stage à 12 semaines. Le bac va se terminer en fin avril, et après les élèves vont partir en stage ou approfondir leurs études, mais ils n'ont pas forcément non plus l'obligation d'être au lycée. C'est pour ça qu'on a ciblé notre questionnaire entre maintenant et les vacances de printemps, parce qu'on sait qu'après, c'est l'évaporation totale. La deuxième chose, c'était sur le rapport au travail, parce qu'on dit des énormités en France sur le rapport au travail des jeunes, et on en dit régulièrement, depuis 50 ans, ça revient à chaque fois qu'il y a une période de crise d'ailleurs. Ces jeunes ont un rapport au travail embêtant. Pour eux, c'est central, le travail dans leur vie. Ils n'imaginent pas vivre sans travail. On leur pose même la question du revenu universel, pour tester ça. Non, ils veulent pouvoir travailler. Et quand on les interroge, ça c'est une question qu'on leur pose souvent en fin d'entretien, où on leur dit, ben voilà, on est alors je ne sais plus combien on est aujourd'hui, mais on est le 21 février. 24, alors on est le 24 février 2035, comment tu te vois dans 10 ans? Eh ben, c'est terrible de conformisme. En fait,
C'est une maison, un travail, des enfants, pas trop de mobilité géographique, finalement, il y a beaucoup d'élèves qui ont envie de rester dans le coin. Et donc la projection qu'ils ont, elle est finalement très conformiste. Et je trouve ça plutôt rassurant. Mais ça, c'est aussi lié. C'est aussi lié au fait qu'en France, un individu, il a sa place dans la société parce qu'il travaille. Et donc, l'école, on leur dit, travaille à l'école, t'auras un métier. Et donc, tout est maillé dans la société pour avoir une valeur sociale, il faut travailler dans la société française. C'est pas ce qu'on retrouve dans d'autres sociétés, ou c'est pas ça en tout cas qui est aussi central. Après, moi, par rapport au tabou que vous évoquiez sur les enseignants le savent ou le savent pas, en fait, ce tabou, il est en miroir. Parce que pour les enseignants, il y en a pas autant que vous, hein, qui sont conscients que les élèves travaillent. Ça ressort pas si souvent que ça dans les conseils de classe. Ça, c'est une première chose. Une autre, c'est, bien sûr, et ça dépend des enseignants, beaucoup, et des équipes. Et puis, en fait, les élèves, aussi pour eux, c'est un tabou. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ils n'en parlent pas. Quand on leur dit, mais du coup, tes enseignants, ils savent que tu travailles, ton prof principal, tu lui en parles, et tout ça. Ils disent, non. Pourquoi ? Ben, ça ne les regarde pas, ça n'a rien à faire à l'école, ou c'est ma vie privée. Donc en fait, cette espèce de double mutisme de part et d'autre, ne facilite pas non plus la connaissance ou la prise de conscience du travail des élèves. Et puis sur cette dimension très paupérisée de Marseille, alors nous on essaye de justement pas être absorbé par ce particularisme marseillais, on va dire, parce que, qui est quand même assez fort, Marseille est quand même la seule ville de France qui a ses pauvres au centre-ville, enfin, et on a quand même plein de particularismes à ce sujet. Et on peut aussi supposer que quand on voit les lycéens qu'on travaille, quand on arrive à les voir dans les établissements, peut-être qu'on voit que ceux qui sont les plus en difficulté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les MNA, ceux qui sont les plus dans des situations sociales vraiment très très difficiles. Et parce qu'il y a ce mutisme de la part des élèves, peut-être qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire que c'est pas, je ne sais pas si moi je vous suivrai sur, c'est pas de la survie pour beaucoup de ceux qu'on rencontre nous. Il y en a beaucoup qui travaillent peu, qui font du babysitting, enfin je ne sais pas si... moi j'ai pas l'impression que la majorité des élèves qu'on rencontre, et on verra aussi à travers le questionnaire, soit des élèves qui sont en survie. On en rencontre, c'est sûr. Dans les lycées pro, hein, je parle. Même dans les lycées pro. Même dans les lycées pro où les familles restent très vigilantes, très attentives au fait de travailler. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un miroir grossissant du fait que c'est quand ils sont dans une très très grande précarité qu'on les voit sortir? Mais je sais pas. Pendant la période de Covid, les enseignants appelaient les familles pour leur demander de venir chercher de la nourriture. Oui. Parce que les familles n'osaient pas dire on n'a rien à manger. Donc c'était vraiment les profs qui avaient organisé tout un réseau à la fois de collecte et de distribution qui appelaient les mamans parce qu'ils connaissaient la situation de leurs élèves et donc ils appelaient les mamans en disant venez chercher un colis. Et la plupart du temps il fallait l'amener parce que les mamans ne voulaient pas venir. Et j'ai assisté, c'était à l'inauguration de l'après-m, donc à Saint-Barthélemy. Au moins 450 personnes faisant la queue pour avoir un colis. Pas un mec. Uniquement des femmes et quelques enfants en bas âge que les mamans prenaient. C'était ahurissant de voir comment les hommes se cachent aussi de leur misère. Parce que si les enfants auraient à bouffer, les parents n'auraient à bouffer non plus. C'est un peu ce que disait Marie tout à l'heure aussi sur le fait que si jamais c'est le cas en fait en entretien, ça serait un peu aussi minimisé ou un peu masqué justement pour garder aussi sa fierté, un peu de fierté, pour, et dire que voilà c'est plutôt une fierté de participer au budget familial, etc. Et ça sera amené comme ça et ça sera pas amené autrement si jamais c'est dit en tout cas par les jeunes en entretien. C'est là où les questionnaires seront probablement plus productifs. Il y a deux critères qui permettent de savoir quel est le niveau socio-professionnel, enfin pas socio-professionnel, mais de survie. Le critère de boursier, bien sûr, et le croisement avec le nombre de jeunes qui mangent à la cantine. Parce que bizarrement, il y en a peu qui mangent, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Et que la bourse, elle ne sert pas à ça. Des fois, quand on leur paye, ils refusent d'y aller. Ouais, ils ne savent pas manger non plus. Quand il y a un relais dans l'établissement, des fois, les élèves disent moi, je ne veux pas la charité.
Oui, je remercie cette dame d'être intervenue, car vraiment pour cette réunion, je pensais que ce serait mis en avant très largement. Et pourtant, vous avez posé la question et vous avez répété qu'en majorité, c'était des petits boulots qui étaient, sauf ce que vous disiez, je pense que c'est tout de même un petit peu plus important, mais n'a pas été mis en avant le travail par nécessité. En tous les cas, ça ne semblait pas être une majorité. Je ne suis pas sûre que ce soit une majorité, hein, mais tout de même, c'est une part importante. Et même dans... Enfin, moi, j'ai travaillé en tant qu'enseignante dans un établissement qu'on va dire favorisé. Je savais qu'il y avait ce type de difficultés. Vous parliez de cantine, on ne disait pas aux enfants que ça n'était pas payé. Ils pensaient que les parents payaient, et donc on les faisait manger à la cantine automatiquement. J'étais dans un établissement donc entre guillemets favorisé sur Marseille, et on était pourtant bien conscient du travail non rémunéré. On allait chercher, les parents travaillaient, ne gagnaient pas forcément énormément, avaient des difficultés, ils s'occupaient du frère et de la sœur, ils allaient chercher, faire les courses, le travail après, et tout ça, nous le savions, et oui, nous le disions en conseil de classe. Et quand il n'y a pas d'élèves devant, parce que dans les conseils de classe, bien souvent, il y a aussi des élèves qui assistent. Et là, non, bien sûr qu'on ne le disait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un conseil de classe avant, quoi. Voilà. Alors, tout ça, non, c'est dit. Après, vous savez, ces enfants qui sont en difficulté, vous parlez de prostitution et vous avez bien mis à différents niveaux. Eh bien, je vous promets qu'il y a, je ne sais pas si on pouvait appeler ça de la prostitution, mais il y avait tout de même des enfants qui étaient en difficulté parce que on allait à droite et à gauche, des fois même sans contrepartie financière, peut-être pour être reconnus, aller savoir de quoi, nous arrivions à le savoir. Je n'étais que dans un collège, donc là, ils sont peut-être ils viennent plus facilement se confier. Voilà, alors je ne parle pas de Colbert, effectivement. Et il y en a tellement, tellement d'autres, et même dans des établissements. Moi, j'étais dans un établissement privé, hein, donc c'est dire que déjà c'est favorisé, oui, favorisé par rapport à bien d'autres hein, qui viennent d'être cités. Mais là aussi, il y a beaucoup de difficultés. Donc, je ne sais pas si... enfin, moi, j'étais un petit peu déçue de ne pas entendre ça aussi. Il y a l'autre côté. Bon, il faut rajouter un volet à votre thèse. Non, on ne veut pas le minimiser. Mais comme on ne veut pas avoir pour point de vue initial que ça va forcément nuire à la carrière scolaire, le fait de travailler. Et donc, de la même manière, on ne part pas du principe qu'on travaille que par nécessité. Et on se rend compte que quand ça concerne un jeune sur 5, on a tout un éventail. Et les élèves, on parlait des MNA tout à l'heure, c'est ceux qui sont véritablement dans des situations de grande précarité et de grande difficulté, là c'est clair qu'ils travaillent. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Et là, nous on mesure les inégalités scolaires, mais au sens du bâti même. C'est-à-dire que quand dans la même journée, on fait des entretiens au lycée Le Châtelier, 3e lycée le plus pauvre de France, et qu'en fin de journée, on va rencontrer le proviseur du lycée de Marseille-Vert, où là, les bureaux de la direction, c'est un petit manoir en haut de la Pinède. On n'est pas dans les mêmes mondes, c'est évident. Mais il y a des fragilités tellement des deux côtés. Certainement pas les mêmes. Mais... Et d'ailleurs, il est très intéressé, le proviseur de Marseille-Vert, de voir ce que ça va donner dans son établissement. Et puis c'est aussi, c'est pour ça que la confrontation à l'enquête quantitative, elle va être intéressante par rapport à ce qu'on recueille au niveau du qualitatif. Parce que quid aussi des élèves très précarisés qui ne seront pas allés jusqu'à l'entretien, quid de toutes les nuances qu'on n'aura pas réussi à saisir sur le qualitatif. Et puis après,
par rapport à ce que vous disiez, moi je peux pas dire oui, il y en a plus ou il y en a moins à tel endroit, on n'est que dans du qualitatif, mais on a aussi pas mal de témoignages d'élèves qui nous disent, mais en fait, moi, qui sont dans des milieux très précaires, avec de très grandes difficultés financières, sociales à la maison, où les parents, ils vont pouvoir, ils se couperaient les deux bras, ils vont cumuler je ne sais combien de boulot pour que leurs enfants ne travaillent pas, pour qu'ils investissent le parcours scolaire. Et en disant, mais moi, mes parents, non, parce que... justement, ils ne veulent pas que je fasse comme eux, que j'ai pas eu de possibilité. Donc, en fait, nous c'est ce qu'on recueille. C'est ce qu'on a. Ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas, mais que ce que vous constatez, et d'ailleurs, on l'a quand même vu un petit peu, maintenant, c'est pas majoritaire. Dans ce qu'on a vu, qui encore une fois n'est que... voilà. Que c'est une petite partie. Voilà, que le peu qu'on a pu recueillir. C'est un vrai débat qu'on a avec les collègues bordelais en l'occurrence. Où là, cette question-là ressort très fortement le travail par nécessité. Et nous, on constate, alors, est-ce que c'est des effets de terrain, de ce qu'on observe mais bon, on a de vraies discussions là-dessus parce qu'on n'interprète pas tout à fait les choses de la même manière. Mais c'est le plaisir de la recherche. Voilà. Peut-être le débat, ça existe. Ah oui. Ah non, mais puis vous viendrez nous présenter le résultat de vos recherches. Avec plaisir. Maintenant que vous nous avez appâté niveau à la bouche, on veut savoir. Pas de souci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, semaine prochaine, quel travail voulons-nous ?